Au lever du jour, Marianne aimait ouvrir les volets de son appartement donnant sur les ruelles calmes de Saint-Roch-sur-Loire, une petite ville où tout le monde se connaissait. Le tintement lointain des cloches, le parfum du café et la lumière pâle du matin composaient sa routine rassurante. Elle repassait mentalement la liste des choses simples qui faisaient sa vie, sa boutique de vêtements, héritée de sa mère, et son mariage, qu'elle croyait solide depuis 10 ans. Ce matin-là, pourtant, un doute s'insinua. Julien, son mari, lui avait dit être déjà parti à l'église pour aider à préparer une célébration. Par réflexe, Marianne passa devant le bâtiment en se rendant à la boutique. Les portes étaient closes, les vitraux plongés dans l'ombre et la place totalement vide. Son cœur se serra, sans raison apparente, comme si le silence avait soudain pris un sens inquiétant. Cette histoire est inspirée de faits réels, adaptés et créés exclusivement à des fins de divertissement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Marianne s'appelait ainsi depuis toujours, et son visage était familier à chaque commerçant de la rue principale. Elle racontait souvent avec fierté ses 10 années de mariage, la patience et la foi de Julien, admiré par la communauté paroissiale. À l'église, il était l'homme serviable, toujours prêt à rendre service, celui en qui tout le monde avait confiance. Leur couple semblait exemplaire, presque envié. Mais depuis quelques semaines, de minuscules fissures troublaient ce tableau parfait. Julien rentrait plus tard que d'habitude, passait un temps inhabituel devant le miroir et gardait son téléphone constamment en mode silencieux. Les silences s'installaient à table, lourds et maladroits. Marianne se persuadait que c'était la fatigue, rien de plus. Ce matin-là, devant l'église fermée, elle sortit son téléphone, les mains légèrement tremblantes, et appela Julien. « Je suis à l'église, » dit-elle calmement. « Tu es où exactement ?» Un temps de pause, puis sa voix, trop assurée. « À l'intérieur, je prépare tout. » Marianne regarda les lourdes portes closes. À cet instant précis, elle comprit que quelque chose de grave venait de se fissurer et que sa vie tranquille ne serait plus jamais tout à fait la même. Marianne resta immobile quelques secondes après avoir raccroché. Le téléphone encore contre son oreille, elle sentit une chaleur étrange lui envahir la poitrine, un mélange de peur et de lucidité. Elle n'entra pas dans l'église, n'insista pas. Elle reprit simplement sa route, comme si rien n'avait changé, mais chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. À la boutique, elle tenta de se réfugier dans les gestes familiers. Elle déplia des chemisiers, ajusta une vitrine, salua des clientes avec ce sourire automatique qu'elle maîtrisait si bien. La boutique portait encore l'âme de sa mère, les étagères en bois clair, le comptoir patiné, l'odeur de tissu neuf mêlée à celle du savon de Marseille. Cet héritage était sa fierté, son ancrage. Pourtant, ce jour-là, même cet endroit rassurant semblait fragile. Les souvenirs affluaient malgré elle. 10 ans de mariage avec Julien, construit sur la confiance et la foi partagée. Ils s'étaient rencontrés jeunes, lors d'une fête paroissiale. Il l'avait séduite par sa douceur, sa constance, cette impression qu'avec lui, tout serait simple et droit. Ensemble, ils avaient traversé des deuils, des réussites, des dimanches tranquilles et des projets modestes mais sincères. Pourtant, depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Julien rentrait tard, prétextant des réunions imprévues. Il devenait silencieux, parfois distant, comme absent même lorsqu'il était là. Le soir, il posait son téléphone face contre table et s'agaçait au moindre regard de Marianne. « Tu te fais des idées ?» lui disait-il souvent. « Tu stresses trop. » En fin d'après-midi, elle ferma plus tôt que d'habitude. Sur le chemin du retour, elle passa de nouveau devant l'église. Toujours fermée. Le ciel commençait à se couvrir et une pluie fine se mit à tomber. Marianne sentit alors une certitude froide s'installer en elle. Ce n'était pas un simple malentendu. Ce soir-là, Julien arriva tard, le regard fuyant. « La journée a été longue », soupira-t-il en posant ses clés. « J'imagine », répondit-elle doucement. Ils dînèrent presque en silence. Marianne observa chaque geste, chaque mot, cherchant une vérité cachée entre les phrases banales. Lorsqu'il monta se coucher, elle resta seule à la table,
les mains jointes, consciente qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle se promit une chose. Elle découvrirait la vérité, quoi qu'il lui en coûte. Les jours suivants confirmèrent ce que Marianne redoutait déjà. Les changements de Julien, autrefois discrets, devinrent impossibles à ignorer. Il partait plus tôt le matin, rentrait souvent après la tombée de la nuit, avec des excuses de moins en moins convaincantes. Il parlait de réunions improvisées, de personnes à aider, de dossiers urgents. Ces mots glissaient sur Marianne sans jamais l'atteindre vraiment. Elle remarqua aussi cette nouvelle attention qu'il portait à son apparence. Lui qui se contentait autrefois de chemises simples, passait désormais de longues minutes à se coiffer, à choisir ses vêtements, à vaporiser un parfum qu'elle ne lui connaissait pas. Dans la salle de bain, le miroir semblait devenu son confident silencieux. Marianne observait tout, sans rien dire, le cœur serré. Le plus douloureux restait le silence. À table, Julien mangeait rapidement, répondait par des phrases courtes, parfois même sans lever les yeux. Les discussions profondes avaient disparu, remplacées par une distance pesante. Lorsqu'elle tentait d'évoquer leur couple, il soupirait, se fermait. « Tu exagères, Marianne. Tout va bien. » Mais son regard fuyait toujours le sien. Le téléphone, lui, ne le quittait plus. Julien le gardait constamment sur lui, même pour aller chercher le courrier ou descendre les poubelles. Les notifications étaient coupées, l'écran toujours verrouillé. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, le téléphone vibra brièvement sur la table de chevet. Marianne sursauta, tendit la main, puis se ravisa. Elle recula, envahie par une honte étrange, comme si le simple fait d'y penser était déjà une trahison de ses propres valeurs. Pourtant, son intuition criait plus fort chaque jour. Elle se sentait étrangère dans sa propre maison, attentive aux moindres détails. Une chemise froissée, un sourire absent, un regard ailleurs. Elle se surprit à revivre mentalement chaque conversation, chaque absence, cherchant un sens à ce puzzle douloureux. Un soir, alors qu'il annonçait encore un retard imprévu, Marianne resta seule dans le salon, les lumières éteintes. La pluie battait contre les vitres et le tic-tac de l'horloge résonnait comme un compte à rebours. Elle comprit alors que le doute n'était plus une simple peur passagère. Quelque chose s'était installé entre eux, invisible mais réel, et elle savait désormais qu'ignorer cette vérité naissante ne ferait que la blesser davantage. Le lendemain matin, Marianne se leva avec une détermination nouvelle, presque froide. Elle ne voulait plus se contenter de suppositions. En fin de journée, alors que Julien lui avait encore annoncé par message qu'il restait tard à l'église, elle sentit son cœur se serrer, mais cette fois, elle ne resta pas immobile. Elle prit son manteau, ferma la boutique plus tôt et se rendit directement sur la place. La façade de l'église de Saint-Roch-sur-Loire se dressait devant elle, immobile et silencieuse. Les portes étaient défermées, comme la dernière fois. Aucun éclairage à l'intérieur, aucune voiture connue aux alentours. Marianne resta quelques minutes dans sa voiture, observant, espérant presque s'être trompée. Puis elle inspira profondément et sortit son téléphone. Elle composa le numéro de Julien. « Tu es toujours à l'église ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. « Oui, » répondit-il sans hésiter. « On termine juste. J'arrive bientôt. » Marianne sentit ses mains trembler. Elle regarda à nouveau les portes closes, le cadenas brillant sous la lumière des réverbères. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je suis devant l'église, et tout est fermé. » Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil. Trop long. « Tu dois te tromper d'entrée, » finit-il par dire. Elle raccrocha sans répondre. Ce mensonge, prononcé sans effort, fut comme une gifle. Assise dans sa voiture, Marianne laissa échapper quelques larmes, non par surprise, mais par confirmation. Ce qu'elle redoutait venait de se matérialiser, clair et indiscutable. Sur le chemin du retour, elle ne pensa qu'à une chose. Elle avait besoin de preuves. Pas pour se venger, ni pour crier sa douleur, mais pour ne plus douter d'elle-même. La certitude lui donnait paradoxalement un sentiment de calme. Ce soir-là, quand Julien rentra, elle l'accueillit avec un sourire pâle. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle. « Épuisant »,
répondit-il en détournant le regard. Marianne hocha la tête. À cet instant précis, elle savait que leur vie venait de basculer. La confiance était brisée, et dans le silence de leur maison, une décision silencieuse venait de naître. Elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, pour comprendre ce que Julien lui cachait vraiment. Les jours suivants, Marianne agit avec une discrétion méthodique. Après une nuit presque blanche, elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre un jour. Sur la recommandation d'une cliente de confiance, elle contacta Monsieur Lefebvre, un détective privé installé dans une ville voisine. Sa voix calme et posée la rassura immédiatement. « Je n'ai pas besoin de détails inutiles, » lui dit-il. « Seulement de la vérité. » Marianne lui expliqua la situation, sans embellir ni dramatiser. 10 ans de mariage, un mari respecté, des mensonges répétés. Elle sentit sa gorge se serrer en prononçant le prénom de Julien devant un inconnu, comme si cela rendait la situation irréversible. Monsieur Lefebvre promit d'agir rapidement et avec la plus grande discrétion. L'attente fut insupportable. Chaque son de téléphone faisait sursauter Marianne. Elle continuait à travailler à la boutique, mais ses gestes étaient moins mécaniques, son esprit ailleurs. Julien, de son côté, semblait étrangement détendu, presque soulagé, comme si son mensonge était devenu une seconde nature. Une semaine plus tard, Marianne reçut l'appel. « Nous devons nous voir », dit simplement le détective. Ils se retrouvèrent dans un petit café à l'écart du centre. Monsieur Lefebvre sortit une enveloppe épaisse et la posa sur la table. Marianne sentit son cœur battre violemment. « Votre mari n'est pas fidèle », annonça-t-il sans détour. À l'intérieur, des photos. Julien, souriant, détendu. Julien entrant dans un hôtel discret en périphérie de la ville. Julien ressortant, quelques heures plus tard, aux côtés d'une femme. Une femme que Marianne reconnut aussitôt. Amandine, membre active de l'Église, toujours aimable, toujours irréprochable en apparence. Marianne sentit ses mains devenir froides. La trahison n'était pas un instant d'égarement. Les dates, les horaires, les lieux confirmaient une relation suivie, organisée, presque routinière. Elle ne pleura pas. Une étrange sensation de soulagement l'envahit. Son intuition ne l'avait pas trompée. « Je suis désolée », conclut Monsieur Lefebvre. Marianne hocha lentement la tête. La douleur était là, profonde, mais désormais accompagnée d'une clarté nouvelle. Elle remercia le détective, rangea l'enveloppe dans son sac et sortit du café, consciente que plus rien ne pourrait effacer ce qu'elle venait de voir. La vérité était enfin là, brutale et libératrice à la fois. Marianne marcha longtemps après avoir quitté le café, sans vraiment savoir où elle allait. Les photos semblaient les brûler à travers son sac, comme si la vérité avait un poids physique. La douleur, qu'elle redoutait tant, était bien là, sourde et profonde. Mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un étrange apaisement, celui de ne plus douter, de ne plus se demander si elle devenait folle ou injuste. Les jours suivants confirmèrent ce que le détective avait déjà établi. Les rendez-vous entre Julien et Amandine n'étaient ni récents ni accidentels. Tout était organisé, calculé, les mêmes horaires, les mêmes lieux, toujours en dehors de la ville, toujours sous couvert d'activités religieuses ou associatives. Marianne comprit alors que la trahison ne concernait pas seulement son mariage, mais aussi les valeurs qu'elle croyait partager. Elle pleura enfin, seule dans la réserve de la boutique, entre 2 cartons de vêtements. Des larmes silencieuses, sans cri ni colère. Elle pleurait les souvenirs, les projets, l'image qu'elle avait construite de sa vie. Mais au fond de cette tristesse, une force nouvelle prenait forme. Elle se surprit à respirer plus librement, comme si le mensonge avait été une cage invisible. Le soir, Julien continuait son jeu. Il parlait peu, évitait son regard et répétait les mêmes excuses. Marianne l'écoutait désormais avec une distance presque clinique. Chaque mot confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle ne cherchait plus à le confronter. Pas encore. Elle voulait comprendre jusqu'où allait cette trahison et quelle vie elle touchait réellement. C'est ainsi qu'un nom revint plusieurs fois dans les documents du détective. Thomas, le mari d'Amandine. Un homme discret, travailleur, tout aussi respecté dans la communauté.
Marianne pensa à lui longuement, à l'injustice silencieuse qu'il vivait sans le savoir. Elle hésita plusieurs jours, tiraillée entre la peur de provoquer un chaos et la certitude qu'il méritait la vérité. Un soir, après la fermeture de la boutique, elle composa son numéro. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il répondit. « Thomas, c'est Marianne. Je crois que nous devons parler. » En raccrochant, elle sentit que quelque chose venait de changer définitivement. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle avait choisi de ne plus être spectatrice de sa propre trahison. Et dans ce choix, elle découvrait peu à peu une dignité qu'elle ignorait posséder. Ils se retrouvèrent 2 jours plus tard, dans un petit restaurant discret à la sortie de Saint-Roch-sur-Loire. Marianne arriva en avance, le cœur serré. Lorsqu'elle vit Thomas pousser la porte, elle reconnut aussitôt cet homme réservé qu'elle avait souvent croisé à l'église. Son regard était calme, encore ignorant de ce qui allait bouleverser sa vie. Ils échangèrent quelques banalités, maladroits, comme 2 inconnus liés par une vérité trop lourde. Puis, Marianne inspira profondément. « Je ne sais pas comment te dire ça, » commença-t-elle, « mais je ne peux plus me taire. » Elle lui parla lentement, sans colère, sans exagération. Les mensonges de Julien, l'église fermée, le détective, les photos. À mesure qu'elle parlait, le visage de Thomas se fermait. Il ne l'interrompit pas. Ses mains se crispèrent autour de son verre, mais il resta silencieux jusqu'au bout. « J'en étais sûr, » murmura-t-il enfin. « Je le sentais, mais je n'avais aucune preuve. » Marianne sortit l'enveloppe de son sac et la posa entre eux. Thomas la regarda longuement avant de l'ouvrir. Chaque photo semblait voler un peu plus de son souffle. Pourtant, au lieu de s'effondrer, quelque chose se durcit dans son regard. « Ils nous prennent pour des idiots, » dit-il d'une voix basse. « Et tout ça, depuis combien de temps ?» Ils parlèrent longtemps. De la douleur, de la honte, mais aussi de la colère contenue. Peu à peu, une décision commune se dessina. Ils ne voulaient ni cris, ni scène publique incontrôlée. Ils voulèrent la vérité, dite en face, sans échappatoire. « Organisons un dîner, » proposa Thomas. « Un dîner normal, qu'ils pensent que tout va bien. » Marianne hocha la tête. L'idée lui glaça le sang, mais elle sentit aussi une étrange détermination. « Chez nous, » dit-elle, « ils ne se douteront de rien. » En se quittant ce soir-là, un pacte silencieux s'était formé entre eux. Ils n'étaient plus seuls dans leur douleur. Et pour la première fois depuis des semaines, Marianne sentit qu'elle reprenait le contrôle. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre le moment où la vérité éclaterait, nette et irréversible. Le dîner fut fixé à un vendredi soir, choisi avec un soin presque cruel. Marianne prépara la maison comme elle l'avait toujours fait pour recevoir. Table dressée avec sobriété, bougies discrètes, un plat mijoté dont l'odeur rappelait les repas heureux d'autrefois. Julien ne se doutait de rien. Il parut même surpris, presque flatté. « C'est une bonne idée, » dit-il. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Thomas et Amandine. » Amandine arriva souriante, parfaitement à l'aise, comme si aucune faute ne pesait sur ses épaules. Thomas, lui, était plus réservé, mais il jouait son rôle avec une maîtrise impressionnante. Les conversations restèrent légères au début. Travail, météo, projets sans importance. Marianne observait chaque geste, chaque regard échangé entre Julien et Amandine. Les petits signes étaient là, discrets mais évidents, désormais impossibles à ignorer. Le dessert venait à peine d'être servi lorsque Thomas posa calmement sa serviette sur la table. « Il y a quelque chose dont nous devons parler, » dit-il d'une voix posée. Le silence tomba instantanément. Marianne se leva, alla chercher l'enveloppe qu'elle avait préparée et la posa au centre de la table. « Plus de mensonges, » ajouta-t-elle doucement. Julien fronça les sourcils, ouvrit l'enveloppe et son visage se décomposa. Amandine pâlit en reconnaissant les photos. Les images parlèrent d'elles-mêmes. L'hôtel, les sourires, l'intimité volée. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » tenta Julien. « Assez, » coupa Thomas. « Tout est clair. » Amandine éclata en sanglots, répétant des excuses confuses.
Julien resta silencieux, incapable de soutenir le regard de Marianne. À cet instant précis, elle ne ressentit ni haine ni triomphe, seulement une immense fatigue mêlée d'une certitude libératrice. « C'est fini », dit-elle simplement. « Pour nous deux. » Les mots furent définitifs. Les mariages se brisèrent là, autour de cette table qui avait vu tant de moments heureux. Thomas se leva, invita Amandine à partir. Julien resta quelques secondes de plus, comme s'il espérait encore une issue. « Je vais dormir ailleurs », murmura-t-il. Quand la porte se referma, Marianne s'assit lentement. Le silence de la maison n'était plus oppressant. Il était clair, presque apaisant. Elle venait de perdre un mariage, mais elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel. Sa vérité. Les semaines qui suivirent furent rudes, mais sans retour en arrière. Julien quitta définitivement la maison quelques jours plus tard. La nouvelle se répandit rapidement dans la petite communauté de Saint-Roch-sur-Loire. Les regards changèrent, les chuchotements aussi. Celui qui était autrefois un modèle de droiture évitait désormais les lieux publics. Amandine, elle, cessa presque toute activité sociale. L'église, autrefois refuge, devint pour eux un lieu trop chargé de jugement et de silence lourd. Marianne observa ces conséquences de loin, sans satisfaction particulière. Elle n'éprouvait ni vengeance ni joie malsaine. Seulement la confirmation que les actes finissent toujours par laisser des traces. Elle choisit de ne pas alimenter les rumeurs, refusant de se justifier ou de se défendre. Sa dignité lui suffisait. Peu à peu, elle reporta toute son énergie sur la boutique. Elle la réorganisa, modernisa la vitrine, introduisit de nouvelles collections. Le travail, autrefois routine, devint un moteur. Les clientes remarquèrent ce renouveau, cette lumière nouvelle dans son regard. Les affaires prospérèrent, bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Chaque succès, même modeste, réparait un peu plus ce que la trahison avait fissuré. Les soirs étaient parfois solitaires, mais ils n'étaient plus lourds. Marianne apprit à apprécier le calme, les repas simples, les promenades sans but précis. Elle redécouvrit qui elle était en dehors du regard d'un mari. Cette reconstruction ne fut pas rapide, mais elle fut sincère. Un jour, en rangeant de vieux papiers, elle tomba sur une photo de son mariage. Elle la regarda longtemps, sans larmes. Puis, elle la rangea dans une boîte, sans colère. Le passé avait existé, il avait compté, mais il ne la définissait plus. Marianne comprit alors que la fin de son mariage n'était pas un échec personnel. C'était une transition douloureuse, certes, mais nécessaire. Elle se sentait plus solide, plus consciente de sa valeur. Et sans le savoir encore, cette force tranquille la préparait à une nouvelle étape de sa vie, plus honnête, plus lumineuse, où elle ne ferait plus jamais passer son intuition au second plan. Les années passèrent doucement, sans fracas. Marianne ne cherchait plus à combler un vide, seulement à vivre en accord avec elle-même. La boutique était devenue une référence à Saint-Roch-sur-Loire, symbole discret de persévérance et de renouveau. Elle travaillait avec plaisir, entourée de clientes fidèles qui, sans tout savoir, sentaient sa solidité retrouvée. C'est lors d'un événement professionnel à Lyon qu'elle rencontra Antoine. Rien de spectaculaire, pas de coup de foudre romanesque. Juste une conversation simple, honnête, sans faux semblant. Il l'écoutait vraiment. Avec lui, Marianne ne ressentait ni méfiance, ni besoin de se justifier. Les semaines suivantes confirmèrent cette impression rare. Antoine était cohérent entre ses paroles et ses actes. Elle prit son temps. Elle ne confondait plus solitude et manque. Quand elle accepta enfin de l'aimer, ce fut sans peur. Leur relation se construisit sur la vérité, la transparence et le respect mutuel. Pas de promesses excessives, seulement des gestes constants. Marianne découvrit qu'un amour sain n'était ni bruyant ni douloureux. Un soir d'été, assise sur le balcon, elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. La trahison, la chute, puis la reconstruction. Elle comprit alors que la vérité, aussi brutale soit-elle, avait été un cadeau déguisé. Elle l'avait libérée d'une illusion et lui avait rendu sa dignité. Marianne sourit. Elle ne regrettait rien. Chaque étape l'avait menée ici, vers une vie plus juste, plus alignée.
Elle savait désormais que s'aimer soi-même était la condition première pour aimer quelqu'un d'autre. Et dans ce calme retrouvé, elle se promit de ne plus jamais ignorer cette petite voix intérieure qui autrefois avait eu raison avant tout le monde. Tu n'es pas encore abonné Mirror à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.